bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Comme vous pouvez le constater, le décor a légèrement changé puisque tout simplement j'ai eu une deuxième Billy pour Noël. Enfin je dis une deuxième, en fait c'est plutôt une troisième puisque j'en avais une dans la pièce où je filme avec les livres lus et une dans le salon avec ma pile à lire. Là du coup ça devenait n'importe quoi, donc j'en ai deux pour les livres lus. Comme vous pouvez voir, il y a encore des petits trous. Je sais pas trop encore comment je vais caler ça, mais là il y a mon étagère Bichouap, j'en suis particulièrement contente, particulièrement fière. Je suis très contente d'avoir ce nouveau décor. Quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour parler étagère, mais la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à mes dernières lectures de 2022, histoire de parler de ce qui n'a pas encore été abordé et pour pouvoir commencer les updates lectures de 2023 sur une note plus fraîche. Il n'y en a pas beaucoup, donc ce sera une petite vidéo comparée au gros book haul de dimanche, parce que petit spoil, voilà, parce que je vais les tourner à la suite. Bah il y a un étage et il y a un deuxième étage. Voilà. Je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne, je n'ai jamais eu autant de livres en un seul mois, c'est n'importe quoi. Mais bon, ça on verra dimanche. Du coup je vais commencer par vous parler de ma lecture audio qui a été Dans 5 ans de Rebecca Serle, qui est initialement publiée chez Charleston. Dans cette histoire en fait on va suivre une jeune femme qui s'appelle Dani et qui mystérieusement va se retrouver projetée 5 ans plus tard dans un appartement qu'elle ne connaît pas, avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas et avec qui elle est apparemment fiancée, alors que juste avant elle vient tout juste de se fiancer justement avec son petit ami du moment. Et elle est très troublée par ce bond dans le temps comme ça, qui ne dure finalement pas très longtemps puisque ensuite elle est ramenée dans sa ligne temporelle, très perturbée, très frustrée, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça, voilà. Et c'est là que sa meilleure amie, dont elle a toujours été très proche, ce sont comme des sœurs, vraiment ce sont comme des sœurs. Elle l'appelle, elle lui dit coucou, j'aimerais bien te présenter mon nouveau mec. Vous voyez la suite venir? Eh bien c'est parce que tout simplement le nouveau petit ami de sa meilleure amie n'est autre que l'homme avec qui elle était fiancée dans 5 ans. Alors, le synopsis de cette histoire, déjà on va passer sur le côté voyage dans le temps parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'aime bien cette thématique. Je me doutais qu'elle serait pas plus abordée que ça et qu'en fait une fois que le voyage dans le temps aurait été réalisé, il n'y aurait pas énormément de matière là-dessus, donc je m'en doutais, donc je n'ai pas été très déçue. Là où ça a pris une tournure totalement inattendue, c'est que moi je m'attendais vraiment à ce qu'on ait un focus sur la relation entre elle et son futur, alors qu'en fait c'est une histoire d'amour mais pas une histoire d'amour amoureux, c'est une histoire d'amour fraternel. Puisque le gros du gros de cette histoire, c'est l'amitié exceptionnelle qui lie Dani et sa meilleure amie, qui ont vraiment été comme des sœurs l'une pour l'autre. Je dirais même que Dani est un petit peu comme une mère pour sa meilleure amie, puisque ses parents à elle n'avaient jamais été là pour elle. Du coup Dani a pris un petit peu ce rôle là, elle l'a toujours extrêmement protégée, et il se trouve que son amie tombe malade, gravement malade, et en fait là où j'ai été très étonnée et où ça m'a finalement bien plu, c'est que on n'est pas dans une histoire où Dani elle va constamment chercher à nouer une nouvelle relation ou à s'en éloigner, puisqu'en fait finalement le fameux jeune homme pendant très longtemps est à peine évoqué, on le voit pas des masses. Parce que ce qui est le plus important, c'est que Dani elle se focus en fait sur son présent et sur le fait que sa meilleure amie a besoin d'elle, et du coup elle est là pour elle, et le reste est complètement accessoire, limite elle oublie presque ce qui s'est passé. On y fait quand même allusion plusieurs fois, mais c'est vraiment pas le gros du sujet, et j'ai trouvé cette lecture vraiment très jolie, très touchante, pas poignante, donc je pense pas que je m'en souviendrai dans très longtemps, mais j'ai vraiment apprécié ma lecture, c'était une lecture vraiment chouette, et c'était vraiment sympa de voir qu'on s'éloignait vraiment de la romance amoureuse pour se focaliser sur autre chose, vraiment c'était très plaisant. Et donc je suis très contente que ça ait été ma dernière lecture audio de l'année. Ensuite on va passer à un sujet qui fâche un petit peu plus, puisqu'il s'agit de Heavenfall de Sarah Alland, publié chez Bayard, donc c'est Page Turner. C'est une duologie, la suite sort en février et du coup je voulais absolument le lire avant. Comme ça si ça me plaît pas, je m'embête pas à acheter la suite. Je vous le dis tout de suite, je n'achèterai pas la suite, je vais même m'en séparer. Pourtant les prémices sont plutôt cool. En fait vous avez une jeune fille qui est la nièce d'un espèce de représentant des mondes, voilà, un espèce
comment dire, médiateur, voilà, des mondes, puisque vous avez notre monde, donc à Ravenfall, et à Ravenfall vous avez des portails qui amènent vers d'autres mondes. Vous avez Fjordanskil qui est un royaume complètement gelé, vous avez Ardente qui est un royaume qui est régi par les magies élémentaires il me semble, et vous avez Solaria qui est un royaume où plein de monstres en gros. Et un jour à Solaria, un des représentants de Solaria, je pense, a dû commettre une bavure de trop, un des monstres s'est attaqué à la mauvaise personne et ils ont dit allez stop, on coupe le portail et puis tant pis pour vous. En gros c'est ça. Donc on est dans cette ambiance et moi je m'attendais à avoir énormément de mondes parallèles, pouvoir en savoir énormément plus sur les mondes, pouvoir explorer. Et en fait ils sont évoqués mais très peu et vu que les humains peuvent pas y aller, et en fait on les découvre pas du tout. Et tout se passe sur une terre en fait qui est très similaire à la nôtre. Et du coup j'ai trouvé que déjà l'univers n'était pas énormément travaillé, puisque ce qui aurait pu donner matière à l'univers n'est que évoqué, et après on est dans un monde complètement classique qui nous ressemble. Et du coup j'ai trouvé que voilà, niveau construction de monde c'était déjà pas terrible. J'ai trouvé que la plume était sans plus, ça allait mais sans plus. Et enfin, les retournements de situation, les grosses révélations, je les ai vues venir dès les premières pages en fait. Dès qu'elle a rencontré la nana à moto, là, je me suis dit... Comment vous dire, la fin ne m'a pas du tout surprise vu que je m'y attendais depuis le début. Il y a eu un élément quand même que j'avais pas vu venir, mais en fait je m'étais pas vraiment intéressée parce que à force j'ai trouvé ça très plat. En plus je trouve que les personnages sont pas énormément développés et ils sont très basiques en fait. Donc du coup ça n'a pas été super. En vrai c'était pas mauvais, c'était pas nul, et je pense que si j'avais débuté ma lecture, disons que si je l'avais lu ce livre, quand j'ai repris la lecture et que j'avais pas encore lu trop de fantasy young adulte, je pense que j'aurais vraiment bien aimé ce livre. Parce que pour quelqu'un qui débute, il est vachement cool parce qu'on s'y perd pas, il n'y a pas trop d'informations en même temps, il y a des personnages plutôt sympathiques, voilà. Mais pour quelqu'un qui a lu beaucoup de fantasy young adulte, ça passe plus. Ça passe plus parce que maintenant je pense que je suis beaucoup plus exigeante. Et que quand le monde n'est pas assez construit, ou il y a des choses que je vois venir dès le début, et voilà, ça passe plus avec moi. C'est dommage, parce que je ne le déconseille pas ce roman, mais je pense juste que pour les personnes qui ont l'habitude de lire du young adult fantasy, c'est peut-être pas le roman qui va vous faire vibrer. Par contre, si vous commencez dans le genre, pourquoi pas, ça peut être une belle introduction. En plus c'est qu'une duologie, donc vous vous investissez pas dans une saga qui va durer 1000 ans. Après bon, chacun a son opinion, hein. Il y a des personnes qui ont bien aimé et tout, mais moi personnellement j'attends plus maintenant d'une fantasy young adulte que ce qu'on m'a fourni dans Ravenfall. Du coup je dirai pas la suite. Ensuite, je vais vous parler d'une lecture que j'ai trouvée super chouette. Il s'agit de La femme de chambre de Nita Prose, publiée chez Calman Levy. Et là encore, c'est la troisième fois que je dis ça, mais c'est une lecture qui n'est pas du tout partie dans le sens que j'imaginais, puisque je voyais ça vraiment comme un cozy mystery avec une protagoniste qui mène l'enquête, qui est à fond dans, voilà, dans la recherche du suspect, et en fait pas du tout. Mais alors pas du tout, puisque là on suit Molly qui est une femme de chambre, mais surtout Molly elle a un trait caractéristique très spécifique, même si c'est absolument pas dit pendant tout le roman, mais Molly est autiste. Alors je fais pas partie de ce spectre, donc je ne peux pas juger pour savoir si la représentation est bien faite ou pas, sachant que c'est un autisme sévère, puisque ça la handicape complètement dans la vie, elle a aucun ami, elle est complètement seule. Voilà, c'est pas juste un autisme léger, c'est vraiment un autisme très sévère. En fait, elle est beaucoup trop premier degré et beaucoup trop honnête en fait pour le monde qui l'entoure. Ce qui fait que des fois, elle va dire des choses que les personnes pensent que ce sont des blagues, alors qu'en fait non, c'est juste, voilà, elle réagit comme ça. Pareil, on va lui faire des choses interdites, mais elle voit pas le mal parce qu'en fait on cache ça sous autre chose, et à aucun moment elle se dit en fait elle-même peut-être qu'il me mène en bateau, parce qu'elle n'arrive pas à se dire que les personnes ne sont pas aussi premier degré qu'elle. En fait c'est ça le truc. Et du coup en fait Molly elle va pas du tout mener l'enquête, elle va juste être là au moment où elle a besoin d'être, parfois en bien, parfois en mal, et elle va aider les autorités compétentes en leur racontant ce qui s'est passé en toute innocence à arriver à la disculper, parce qu'au début elle est complètement sous les feux des projecteurs, tout le monde pense que c'est elle qui a fait le crime, parce que oui il y a eu un crime, et un jour quand elle rentre dans une des chambres qu'elle doit faire, elle trouve un monsieur complètement mort, et
moi je l'ai trouvée très touchante parce que déjà ça fait super du bien de voir un personnage neurodivergent. Alors même si comme je vous dis je ne suis pas du spectre donc je ne sais pas si c'est bien fait ou pas, mais c'est super agréable de voir quelqu'un qui en fait bataille dans son insertion sociale. Ça change vraiment parce que au niveau de la représentation mentale, je trouve qu'il y a énormément de choses sur la dépression, schizophrénie, tous les meurtriers dans les thrillers sont schizophrènes, bipolaires, ce que vous voulez. Donc en fait d'ailleurs c'est très mal représenté je trouve, les représentations des troubles mentaux c'est très mal fait, mais l'autisme je l'avais jamais vu et ça fait super plaisir de voir ça et d'avoir un espèce de frais et de renouveau. C'est un livre qui est complètement différent de tout ce que j'ai lu et moi je l'ai beaucoup apprécié mais je ne le conseille pas à tout le monde parce que l'héroïne est un petit peu antipathique et du coup il y en a qui peuvent être un petit peu freinés par ça, mais en attendant c'était vraiment sympa. L'enquête pour moi elle est vraiment très secondaire, on suit vraiment le parcours de Molly et l'enquête n'est qu'accessoire à l'histoire de son parcours à mon sens. Mais c'était vraiment une chouette lecture et pour les personnes qui ont envie de lire quelque chose de léger et qui change, je recommande. Ensuite j'aimerais vous parler de mon avant-dernière lecture de 2023 et il s'agit du Sang des Elfes d'Andrzej Sapkowski et c'est le 3e tome de la saga Le Sorceleur, The Witcher pour ceux qui regardent la télé ou qui ont des jeux vidéo. Pour moi ce tome là il correspond à peu près à une partie de la saison 2. Voilà, il y a des choses qui sont dans la saison 2 pas du tout abordées ici, mais je sais pas si c'est abordé dans les tomes suivants ou si c'est une invention totale des showrunners, je ne sais pas, mais en tout cas ici il y a quand même des éléments de la saison 2. Donc si jamais vous voulez ne pas vous spoiler la saison 2 de The Witcher, si vous l'avez pas encore vue, mais que vous voulez quand même lire les livres, je vous conseille de la regarder avant. Ou inversement, si vous voulez lire les livres avant de voir la saison, je vous conseille de lire le tome 3 avant de regarder la saison 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 premiers tomes de cette saga sont des recueils de nouvelles. Et là, on est sur un schéma narratif beaucoup plus classique, puisque c'est le premier vrai tome où on suit une histoire qui s'inscrit dans le temps et pas juste des petites nouvelles. En effet, on va rencontrer pour de vrai Ciri et Geralt dans leur apprentissage commun de l'un et l'autre, après qu'il ait secouru de la grande bataille de Cintra qui est évoquée dans ce livre, mais qui au final n'est pas vécu. Il y a un schéma narratif qui est très spécial dans ce livre et qui apparaît à plusieurs endroits, c'est que au lieu de vous décrire les scènes, c'est un personnage tierce qui en plus n'a rien à voir avec l'histoire, qui va raconter la scène, voilà, au détour dans une espèce d'auberge, va raconter au détour l'histoire de ce qui a pu se passer entre des périodes qui sont mises sous silence. Il s'est passé 6 mois, on ne sait pas du tout, il n'y a même pas de message qui nous indique que c'est 6 mois après, c'est au fil de la lecture qu'on se dit ah mais en fait c'est pas du tout au même moment, c'est bien après. Par exemple, je crois que c'est Jaskier dans le tout début qui parle justement de la bataille de Cintra et du fait que Geralt a secouru Ciri. Ça d'ailleurs c'est dans la saison 2 de The Witcher, même si Jaskier est un petit peu plus énervé contre Geralt dans la série télé. Mais ça m'a beaucoup étonnée parce que ce procédé a été utilisé plusieurs fois. Ça aurait été que avec Jaskier, je me serais dit ouais ok, mais ça a été réutilisé au moins 1 voire 2 fois dans le reste du bouquin et le bouquin fait 300 pages, hein, donc ça a été beaucoup fait en très peu de temps. Et là où j'ai été très étonnée, c'est que pendant 150 pages, il se passe que dalle. Mais alors que c'est que du blabla. Que du blabla entre Jaskier, Geralt, Ciri, Yennefer, Jaskier, Geralt, Ciri, Yennefer. C'est que du blabla, il se passe rien. Et c'est vrai que moi, The Witcher, surtout que dans les nouvelles, il tue un méchant un monstre par nouvelle. Et puis dans la série télé, c'est quand même assez rythmé. Voilà, il y a des choses qui se passent. Et là, ça m'a un peu étonnée. Et je me disais quand même... ils ont autre chose à faire que parler quand même, bien que j'adore les dialogues, mais là ça me semblait un peu trop. Et la deuxième partie a été beaucoup plus classique, puisque on a retrouvé des monstres, on a retrouvé des objectifs, on a retrouvé des magouilles, voilà. L'histoire a repris son cours de manière beaucoup plus normale. Et en fait j'ai eu l'impression que après toutes ces nouvelles très courtes avec peu de dialogue où ils zigouillent des méchants, il s'est dit ok, on va leur faire avoir une bonne conversation tous ensemble et puis après on va repartir sur des bonnes bases. C'est un petit peu comme ça que je le vois. En attendant, bien qu'il y ait, parce qu'on va pas se mentir, quelques remarques qui m'ont fait un petit peu grincer des dents. On rappelle que ce livre a été écrit par un homme il y a longtemps.
94 quand même, hein. Donc on est voilà sur certaines choses on n'est pas du tout à jour niveau diversité notamment. Mais si on fait fi un peu de ça, parce que c'est vrai que ça a été écrit quand même en 1994 par un homme blanc, voilà, donc c'est pas étonnant, il y a quand même de très bonnes choses, et surtout la deuxième partie m'a réconciliée avec le livre, parce que je vous jure, à la première partie j'étais là genre mais arrêtez de parler, je sais pas, combattez, allez chasser du monstre, faites un truc, mais restez pas là à papoter. Et la deuxième partie m'a beaucoup plus entraînée, peut-être parce que Geralt et Ciri ne sont plus dans le même endroit, et du coup ben ils blablatent un peu moins peut-être. Mais ça m'a quand même vachement donné envie de voir la suite. D'ailleurs je ne suis toujours pas remise pour Henry Cavill. Pour moi ça n'existait pas, la saison 4 n'existait pas, voilà. Mais en tout cas voilà, c'est une saga que je vais continuer. Je pense pas lire toute la saga maintenant, je pense que j'essaierai de m'en tenir à un livre par an, soit quand je suis en manque de The Witcher, soit quand Henry Cavill sera parti de la série et qu'il faudra que je me console autrement. Mais voilà, j'ai pas envie de rusher cette saga. Pour l'instant elle me plaît bien, surtout que voilà, comme je vous disais, la fin était vraiment cool. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer par la suite, surtout que vu que la saison 3 n'est pas sortie, je ne sais pas trop ce qui va se passer, même si il y a des choses dans la saison 2 je pense qui vont être dans le 4e tome, on verra. Et enfin le dernier livre de cette année, c'est une relecture et je vous en parlerai que très peu parce que vous connaissez tous. Il s'agit de La Chambre des Secrets, donc la version Minaïma, et franchement mais incroyable, incroyable. Je vais vous montrer juste une seule illustration déjà pour vous garder le plaisir de la découverte si vous l'avez, mais c'est juste sublime ce qu'ils ont fait, c'est incroyablement sublime et je suis fan de leur travail. Regardez-moi, hop, le Soul Cogneur en pop-up comme ça avec l'Angelica. Oh mais c'est trop beau, ce livre est magnifique, il est vraiment sublime et oh, il est trop beau. Et ça c'est ma petite Madeleine de Proust en fait à Noël. J'aime bien me relire un tome, sachant que quand je les ai en illustré c'est encore plus joli. C'est mon moment de détente, voilà, pas de pression, je connais l'histoire, je le lis et c'est pour m'assurer que ben voilà, ma dernière lecture en fait soit une bonne lecture. Et pour bien finir l'année, voilà, je vous en parle pas plus, c'est Harry Potter, mais ça me fait plaisir de finir sur cette note là. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous souhaitez soutenir ma chaîne à vous abonner, mettre un petit pouce ou un commentaire. Et en attendant le gros book haul de dimanche, je vous souhaite de merveilleuses lectures et comme d'habitude je vous fais des bisous.